Irrégularité inquiétante. Il remet en question la soutenabilité de la dette et la crédibilité des finances publiques. Système financier, une réglementation jugée défavorable au président de l'association des clients des institutions financières dénonce une loi qui privilégie les banques. Selon lui, le Sénégal subit l'influence des organismes internationaux dans la réglementation du secteur. Il plaide pour une réforme garantissant plus d'équité pour les usagers. Le monde de la culture en deuil, Jimmy Mbaye, décédé hier, repose désormais au cimetière de Yoff. L'ancien guitariste de Youssou N'Dour a été inhumé ce mercredi après-midi. De nombreuses figures de la musique sénégalaise lui ont rendu un dernier hommage, un adieu poignant à une légende qui aura marqué des générations. Autre communauté en deuil, les Mourides, disparition du Khalif général des Baye Fall, Serigne Amdi Modou Mbenda Fall s'est éteint ce mercredi à l'âge de 95 ans. Il dirigeait la confrérie depuis 2021. Après le décès de Serigne Cheikh Djembe Fall, son départ marque la fin d'une ère pour les Baye Fall qui lui rendent un vibrant hommage. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. La Cour des comptes a publié ce 12 février un rapport d'audit sur la gestion des finances publiques entre 2019 et mars 2024, un document clé exigé par la loi organique numéro 2012-22 sur la transparence budgétaire qui passe au crible l'exactitude des recettes, des dépenses, de la trésorerie et de l'endettement de l'État. L'audit met en lumière les déséquilibres structurels et des irrégularités préoccupantes, soulevant des questions sur la soutenabilité de la dette et la crédibilité financière du pays. Un rapport qui pourrait avoir des répercussions majeures sur la gestion économique du pays. Le rapport relève d'abord une dynamique inquiétante de la dette publique, avec une hausse globale qui s'élève à 15 691 milliards de francs CFA au premier trimestre 2024, soit une progression de 3% par rapport à 2023. La dette de l'État central représente 90% de ce montant, soit 14 173,8 milliards de francs CFA. La dette intérieure, quant à elle, a bondi de 6%, soit 4 984,6 milliards de francs CFA, tandis que la dette extérieure n'a augmenté que d'1%, soit 9 189,2 milliards de francs CFA, reflétant un recours accru au financement local. Pour ce qui est du secteur parapublic, le rapport dénote une dette des entreprises publiques qui a grimpé de 9%, avec une dette intérieure en explosion de 25%, soulevant des doutes sur leur viabilité financière. Par ailleurs, les engagements auprès des banques ont quadruplé entre 2019 et mars 2024, passant de 781,3 milliards à 3816,69 milliards de francs CFA, limitant le crédit au secteur privé. Les juges de la Cour des comptes ont aussi relevé des irrégularités et anomalies comptables. 8 discordances majeures ont été notées. Il s'agit de rattachements irréguliers des recettes perçues en 2020 qui ont été attribuées à 2019, faussant ainsi les déficits réels. Il s'agit aussi de créances non recouvrées, ce qui se manifeste par des recettes à recouvrer qui sont passées de 308,53 milliards de francs CFA en 2019 à 408,2 milliards en 2024, avec 261,71 milliards de créances douanières non comptabilisées. Le document révèle aussi des dépenses fiscales non documentées, démontrant qu'aucune donnée n'a été fournie pour 2022 et 2023, ce qui viole de facto les obligations de transparence. Quant au surfinancement, des emprunts excédant les besoins réels ont alimenté des dépenses non budgétisées. Les juges révèlent ainsi des dettes hors circuit budgétaire, 696,7 milliards d'emprunts en 2023 sans aucune traçabilité possible, exacerbant les risques de défaut. Cependant, parmi les révélations les plus inquiétantes résident les problèmes de gouvernance et de transparence. Il s'agit ici de 2562,17 milliards de francs CFA qui ont été alloués à des services non personnalisés, dont 1343,58 milliards de francs CFA via la cellule d'appui au projet, sans suivi
adéquat. Il est aussi question d'une sous-évaluation chronique des déficits. En réalité, le déficit budgétaire réel dépasse les chiffres officiels, avec un ratio dette-PIB atteignant 76,3%. Contre 65,9% annoncés, ce qui implique des défaillances juridiques avec l'utilisation de comptes de dépôt pour des opérations non autorisées. Les juges ont donc formulé une série de recommandations allant de la centralisation des données fiscales et douanières pour éviter les omissions à l'élimination des pratiques comptables irrégulières en passant par le contrôle strict des comptes de dépôt, la publication des rapports exhaustifs et la réévaluation de la stratégie d'endettement. Quoi qu'il en soit, la Cour des comptes confirme le nouveau régime qui avait révélé une situation catastrophique des finances de l'État déjà en septembre 2024. Seydina Ousmane Ba, merci. En tournant dans la coopération militaire entre le Sénégal et la France, les deux pays ont annoncé ce mercredi la création d'une commission conjointe pour organiser le retrait progressif des forces françaises encore présentes sur le sol sénégalais. L'objectif, finaliser la restitution des emprises militaires d'ici fin 2025. Ce communiqué, co-signé par le ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal et le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, met en avant une volonté commune de redéfinir leur partenariat en matière de défense et de sécurité afin de mieux répondre aux nouvelles priorités stratégiques des deux nations. Bargny retient son souffle après des années de mobilisation et de bataille judiciaire. La Cour suprême s'apprête à trancher sur la requête contre la centrale à charbon. L'audience prévue ce jeudi 13 février pourrait marquer un tournant décisif pour les habitants qui dénoncent depuis longtemps les nuisances environnementales et sanitaires de cette infrastructure installée entre Bargny et Sendou à seulement 500 mètres des habitations. Cette centrale classée de niveau 1 est accusée d'exposer les populations à des risques majeurs. À la veille de ce verdict très attendu, Djibril Diallo revient sur les actions menées par les riveraines, soutenues par plusieurs acteurs engagés dans la lutte. La Cour suprême se prononce demain sur la requête des habitants de Bargny contre la centrale à charbon. Ces habitants demandent une annulation pure et simple du permis d'exploitation accordé à la centrale à charbon. Leur donnera-t-elle raison ou pas? C'est déjà un pas en avant pour Bargny. Cet ancien village de pêcheurs se bat depuis plus d'une décennie pour la fermeture ou la délocalisation de cette centrale qui menace son environnement et la santé de sa population. Une lutte menée par des mobilisations et des marches pacifiques, comme celle-ci qui date d'il y a 7 ans. Leur argument, l'inscription dans la constitution sénégalaise du droit à un environnement sain. La constitution, environnement, nous respectons le droit à un environnement sain. Le combat est vite porté par d'autres voix, des voix soucieuses de l'avenir de cette commune qui compte plus de 70 000 habitants, allant de celle des écologistes à celle des mouvements de la société civile. La centrale à charbon de Sendou, qui est installée hors norme à moins de 500 mètres des premières habitations, foulant ainsi au pied le code de l'environnement, a déjà amorcé l'agonie du littoral, de l'habitat marin. Plus grave encore, de nouvelles pathologies notées chez les nourrissons et les enfants se font jour de plus en plus dans les maisons avoisinantes de Minam à Bargny Guedj. centrale charbon bi du fi am yéen bay waa Bargny ko ngeen wóolu woon ak li mu waxoon ak lu ñu digee woon fan lañ ci toll. En passant par des artistes et activistes locaux. Aujourd'hui, à travers cette centrale à charbon, je dis que Bargny est privé de sa terre, de sa culture, de sa santé aussi en quelque sorte. Jusqu'aux députés qui dénoncent aussi une infrastructure trop polluante. Parmi les impacts la qualité de l'eau, de l'air et la santé humaine, dû aux polluants dangereux. Si la Cour suprême annule le permis d'exploitation de la centrale à charbon, cela actera de facto
Le démantèlement de cet établissement classé de niveau 1 est jugé trop nuisible à l'environnement et à la santé des populations. Bargny, déjà éprouvé par l'effet du changement climatique, pourra ainsi pousser un ouf de soulagement. Une législation financière défavorable aux citoyens, c'est ce que dénonce Famara Ibrahima Sissé, le président de l'association des clientes et sociétaires des institutions financières, critique la loi régissant le système bancaire dans l'espace UEMOA, qu'il juge trop avantageuse pour les banques et imposée de l'extérieur. Selon lui, le Sénégal n'a pas de véritable souveraineté sur cette réglementation qui serait dictée par des organismes internationaux au détriment des consommateurs. Nous avons fait beaucoup de propositions à l'État du Sénégal. Au-delà même de ces lois-là, nous avons écrit pour que certaines pratiques bancaires cessent dans ce pays. Je pense que l'État du Sénégal n'a pas de souveraineté vis-à-vis de cette loi. Parce que c'est une loi votée dans l'espace UEMOA. Malheureusement, nous sommes un pays qui a délégué, n'est-ce pas, certains de ses pouvoirs à des organismes internationaux. Par conséquent, la loi s'impose à nous. Maintenant, il appartient aux chefs d'État de discuter et de voir comment davantage protéger les usagers. Parce que cette loi, en réalité, ne fait que renforcer la protection déjà existante des institutions bancaires au détriment des usagers. On peut voter des lois à l'Assemblée nationale. Il appartiendra à l'Assemblée nationale sous forme de proposition ou à l'État du Sénégal sous forme de projet de faire voter certaines lois à côté. C'est-à-dire que la loi sur la mobilité bancaire, la loi sur le délai de grâce, la loi sur le délai de rétraction, la loi sur le surendettement, etc. Donc, ils ont cette possibilité-là. Il faudrait aussi que les députés soient sensibilisés suffisamment pour qu'ils puissent faire ces propositions de loi-là. Malheureusement, on a vu que beaucoup de députés n'avaient même pas lu les projets de loi. La commission de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat, des infrastructures et des transports de l'Assemblée nationale s'est rendue à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Une visite de prise de contact au cours de laquelle les parlementaires sous la direction de Omar Sy ont échangé avec les responsables de l'ANACIM. À l'issue des discussions, la commission s'engage à porter la plaidoirie de l'agence pour la validation de certains projets et ratification en attente. Mamadou Kanté, Amadou Kébé, compte rendu. Compte tenu des enjeux stratégiques liés au transport aérien, avec près de 3 millions de passagers qui ont embarqué à bord de plus de 27 000 vols en 2024, la commission des transports de l'Assemblée nationale atterrit à l'ANACIM, agence chargée de l'exécution de la politique de l'État en matière d'aviation civile et météorologie pour s'enquérir des conditions d'exercice des missions. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons le devoir de faire en sorte que l'ANACIM puisse incarner pleinement son rôle de leadership dans le système d'aviation civile nationale. Le passage des députés à la direction de sécurité des vols, prévision et à la salle télé a été ainsi l'occasion pour le directeur de l'agence d'exposer les différentes contraintes auxquelles l'ANACIM est confrontée. Et à ce sens, nous avons besoin effectivement du soutien de l'État. Je l'ai rappelé, le code de l'aviation civile date de 2015, la réglementation évolue. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en œuvre un nouveau code de l'aviation civile pour tenir compte de l'évolution de la réglementation. L'ANACIM est aussi confrontée à des difficultés financières, notamment l'appurement de leurs dettes fiscales, leurs faibles redevances, la difficulté à recouvrir les dettes que les compagnies leur doivent, entre autres. Ainsi, face à ces difficultés, la commission dirigée par Omar Sy, ancien inspecteur de l'aviation à l'ANACIM, entend faire de son mieux pour y apporter des solutions. Ce pacte de partenariat nous permettra effectivement, comme je l'ai dit, non seulement de porter des plaidoyers beaucoup plus forts, mais aussi de les accompagner à ce qu'ils puissent soulever des défis majeurs. Selon le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ces difficultés impactent considérablement leur travail, réduisant ainsi leur capacité d'investissement, mais surtout de recrutement et de maintien des inspecteurs de l'aviation.
À Thiès, la gouvernance climatique et la transition énergétique étaient au cœur d'un atelier de renforcement de capacités organisé par l'ONG Citoyens Actifs pour la Justice Sociale. Objectif impliquer davantage les communautés locales dans la gestion des ressources maritimes et agricoles face aux défis environnementaux. Une initiative saluée par Demba Seydi, c'est le directeur du programme qui insiste sur la nécessité d'une prise de conscience collective pour une transition énergétique réussie. Donc il est important pour nous d'abord de sensibiliser ces populations, de les former à ce qu'elles puissent comprendre davantage tous les enjeux qui entourent l'exploitation d'abord des ressources naturelles, que ce soit le pétrole, le gaz et les mines, mais ensuite tous les autres projets d'infrastructures qu'abrite la région de Thiès. Donc c'est pourquoi nous considérons que le renforcement des capacités des acteurs clés, dont les médias, les communautés, les élus locaux, les autorités administratives locales qui comprennent bien sûr les choses, permet d'avoir un dialogue apaisé entre les populations et les investisseurs de sorte que nous puissions ensemble cohabiter avec notre environnement de façon plus saine. Et souvent poser ce grand problème de suivi et évaluation par rapport aux engagements que prennent aussi bien les compagnies et l'État, parce que toutes les deux parties ont des obligations, que ce soit légales ou contractuelles. Donc il est important qu'on puisse ensemble, en tant que population, mais aussi en tant qu'autorité locale, pouvoir s'assurer qu'il y a un suivi de tous ces engagements et de ces obligations, de sorte que chacun puisse bien sûr bénéficier de ses droits, mais aussi s'être ajouté à ses devoirs. Propos recueillis par Binta Traoré. À Tivaouane-Peulh, les habitants interpellent l'État sur des incohérences liées à l'acte 3 de la décentralisation. Selon eux, une partie de leur terroir a été rattachée à Kermassar Nord sans consultation préalable. Ils réclament des explications et une clarification des limites administratives. Le cœur de notre problème réside dans la zone s'étendant du croisement de Tivaouane-Peulh jusqu'au croisement de Apix. Le maire Adama Sarr affirme que cette zone appartient à sa commune, ce qui est totalement faux. Le décret numéro 2021-687 du 28 mai 2021 et le décret numéro 2021-688 ne mentionnent aucun transfert d'une portion de la commune de Tivaouane-Peulh-Niague vers Kermassar Nord. Depuis lors, nous n'avons pas baissé les bras, réclamant ce qui revient de plein droit à notre commune. Malgré toutes les interpellations faites aux autorités compétentes, aucune d'elles n'a pu fournir de documents contradisant ce que nous sommes en train d'avancer. Kermassar est habitué de tels agissements sur des conflits fonciers. Alors, nous interpellons le gouvernement avec son slogan qui rassure tout le monde, le Djoub Djoubel Djoubanti, de rétablir la vérité afin d'éviter des affrontements entre les deux communes. Santé, la poliomyélite refait surface au Sénégal. En 2024, 8 cas environnementaux ont été détectés, signe que le virus continue de circuler dans le pays. Mais au-delà de ces chiffres, c'est la réticence croissante à la vaccination qui inquiète les autorités sanitaires. Depuis la pandémie de Covid-19, une méfiance accrue freine les campagnes de vaccination, compromettant ainsi les efforts d'éradication de cette maladie invalidante. L'alerte est donnée par le responsable de la gestion des données du programme élargi de vaccination du ministère de la Santé. Il s'exprimait lors des mercredis de l'AJSPD, une rencontre organisée en partenariat avec la fondation Bill et Melinda Gates d'Efatouad. Le virus de la poliomyélite circule toujours au Sénégal et l'environnement est le principal gîte du virus. En 2024, 8 cas de polio environnementaux ont été détectés. En décembre 2021 et au mois de février 2022, donc les choses s'étaient tassées jusqu'à cette année où on a eu à détecter des cas au niveau de nos sites de surveillance environnementale de la poliomyélite. Au total, 8 cas ont été détectés au niveau nos sites de surveillance environnementale au niveau de ce pays en 2024. Le Sénégal a pour objectif d'interrompre la circulation de la polio sauvage en 2025 grâce à la vaccination.
à 76% de couverture vaccinale contre la polio en 2024. Selon l'OMS, le Sénégal est confronté à d'importants cas de refus de vaccination qui menacent l'atteinte des objectifs. Depuis l'avènement de la COVID-19, donc il y a cette petite réticence-là à faire vacciner les enfants au niveau du PEV systématique. Donc nous avons le cas de refus, mais aussi la réticence. Mais c'est juste les campagnes de vaccination qui sont organisées. Cette 5e édition des mercredis de l'AJ-SPD en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates est une autre occasion pour l'Association des journalistes en santé, population et développement de jouer leur partition dans la guerre contre la désinformation qui facilite la circulation de la polio. À sensibiliser, à informer les populations, à donner une information juste et vraie pour ce qui concerne la vaccination. Parce que la vaccination, il y a souvent une guerre d'information. Quand vous donnez une bonne information, il y a des gens qui détruisent de l'autre côté. Nous, en tant que journalistes spécialisés sur les questions, nous allons soutenir et continuer à accompagner le ministère de la Santé, surtout la direction de la prévention, pour qu'il passe des bonnes informations par rapport aux différentes campagnes de vaccination. Si, en 2020, l'Afrique s'était débarrassée de la polio, entre 2023 et 2024, la résurgence des cas de polio environnementaux ont révélé de nouveaux défis, dont l'arrêt de la circulation transfrontalière du virus. Merci Ndeye Fatou Wade. Le décès de Matar Diagne suscite une onde de choc. Ce jeune étudiant a mis fin à ses jours après avoir longuement évoqué dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux sa maladie et le regard de la société sur son état. Une tragédie qui relance le débat sur la santé mentale au Sénégal. Le professeur Aboussi Sekat rappelle à briser les tabous et encourage la population à consulter les psychologues mieux outillés pour accompagner les personnes en détresse psychologique. Je ne serai plus vivant quand vous lirez ce texte. J'ai décidé de mourir dans la dignité plutôt que de vivre dans le déshonneur. Un extrait de la lettre du jeune étudiant Matar Diagne qui a décidé de mettre un terme à sa vie. Sa mort a provoqué une vive réaction sur la toile. C'est quelqu'un qui souffre d'une pathologie organique, qui a une maladie. On ne connaît pas la maladie, on ne connaît pas le pronostic de la maladie. N'oublions pas que c'est quelqu'un qui a des difficultés sociales. Donc je pense qu'il y a ses parents qui sont malades, c'est quelqu'un sur qui on comptait. Est-ce qu'il a le sentiment d'être un échec? Il dit qu'il ne veut pas être un poids lourd pour sa famille. Dans son texte publié après sa mort sur sa page Facebook, il évoque sa maladie à cause de laquelle il a décidé de s'enfermer sur lui-même, de s'isoler comme il le dit. Mais son acte est vu autrement. Le jeune étudiant se voit jugé, calomnié ou encore accusé à tort et ses confessions étalées sur la place publique. La déception fut intense. Comme pour dire, la confidence parfois ne noie pas la douleur. Et quand on est malade, quand on est en souffrance, il faut aller voir des personnes qui sont formées, des psychologues, des psychiatres ou bien des aidants qui peuvent vous accompagner dans votre maladie. Mais aller le dire à des tierces personnes qui ne sont pas tenues au secret professionnel, le risque c'est que ce qu'on a dit de sa vie soit retrouvé sur la place publique, ce qui est déplorable. Nombreux sont ceux qui préfèrent parfois garder le silence à cause des jugements, une situation qui sans accompagnement ou sans assistance sociale peut pousser certains à poser de tels actes. Oui, la société, elle juge. La société, elle est là pour juger. La société, elle n'est pas là pour comprendre les gens. Et peut-être c'est ça, c'est cette capacité à faire face, cette endurance que nous avons devant les affres de la vie et devant peut-être les déceptions de la vie qu'il fallait combler chez cette personne et ce qui n'a pas été fait. Son rêve de devenir président de la République ne sera plus réalisé. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de sa mort. Le monde de la musique sénégalaise est en deuil. Jimmy Mbaye n'est plus. Le légendaire guitariste et cofondateur du Super Étoile s'est éteint à l'âge de 68 ans, figure emblématique de plusieurs générations, et laisse derrière lui un héritage artistique immense. Son talent et son humilité sont aujourd'hui salués par ses pairs et le public. Omar Thiam, Papis Dem. Mass Ndiaye est abasourdi par la triste nouvelle. Celui qu'il a appelé affectueusement papa est parti, laissant un vide immense
derrière lui. J'ai été surpris par le rassemblement autour de sa maison. C'est par la suite qu'on m'a expliqué. J'étais sous le choc. C'est une grande perte. Le facteur X du groupe Super Étoile, Jimmy Mbaye, était un modèle, ainsi que nous le raconte le sieur Touré, qui est le premier à avoir habité ce quartier de Nord Foire. On l'a connu avec l'Étoile de Dakar au temps de Badou Ndiaye. Donc voilà, depuis lors, voilà, c'est douloureux quand même hein, pour sa famille et pour toute la famille musicale. Hein. Ses qualités humaines dépassaient de loin son génie artistique. Taquin, souriant et encore plus étonnant de nos jours, une humilité implacable pour un artiste de son calibre. Il nous a inculqué l'humilité. Jimmy Mbaye était un homme bon et sans aucune prétention. Les après-midi, il venait très souvent se joindre à nous. Des fois, bon, voilà, pour farcer comme ça, quand je lui dis Malachman, je lui dis, mais écoute, c'est une farce. Hein. Bon, tu es un grand musicien, hein, tu joues bien la musique cubaine, la soul music. Parti très tôt, il aura laissé une trace indélébile. Et au nom de toute la rédaction, que vraiment il y a le Dernier hommage à Jimmy Mbaye, le célèbre guitariste, repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Il a été inhumé cet après-midi après une levée du corps marquée par une forte affluence. Plusieurs figures de la musique sénégalaise ont fait le déplacement pour lui adresser un ultime adieu, témoignant de l'impact et de l'influence qu'il a eue sur la scène musicale. C'est une foule de personnes qui a assisté à la levée du corps du guitariste, membre du Super Étoile Jimmy Mbaye. Proches, amis et admirateurs sont venus lui rendre un dernier hommage. Parmi eux, Youssou N'Dour, avec qui il partageait la scène depuis des décennies. Bon, on a perdu une personne qui a contribué dans l'art d'une manière générale et particulièrement dans la musique du Super Étoile. Sa contribution est énorme et on va continuer à profiter de sa contribution énormissime comme je l'ai expliqué tout à l'heure. D'autres acteurs du monde de la culture sont également présents et les témoignages à l'égard de Jimmy sont unanimes. C'est un grand baobab qui s'est affaissé. Quand j'ai débuté ma carrière en solo, il m'a aidé à commencer plusieurs morceaux. Par exemple, celui intitulé Georges. Après la levée du corps à l'hôpital principal de Dakar, Jimmy Mbaye a été enterré au cimetière de Yoff. De son vrai nom Mamadou Mbaye, il aura marqué de son empreinte la musique sénégalaise en contribuant au rayonnement du Mala. La communauté mouride en deuil, le khalife général des Baye Fall, Serigne Amdi Modou Menda Fall, s'est éteint ce mercredi à l'âge de 95 ans, 8e guide spirituel de cette branche du mouridisme. Depuis 2021, il avait succédé à Serigne Cheikh Djembo Fall. Avant d'accéder à cette haute responsabilité, il résidait à Kër Cheikh Ibrahima Fall dans la commune de Diourbel. Depuis son intronisation, il s'était installé à Touba Jannatul Mahwa où il a exercé son magistère jusqu'à son dernier souffle. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Excellente suite des programmes sur la 7 TV. Au revoir. Cette TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, cette TV est au canal 10. Sur le bouquet Canal+, votre